bonjour, ou peut-être bonsoir à toutes et à tous. Au fil des pages, une émission où l'on va donner la parole à ceux qui pensent le monde, où l'on va donner la voix aux écrivains haïtiens, ceux qui ont fait de l'écriture un métier. C'est une émission où l'on va parler de littérature, de philosophie, où l'on va parler de l'art dans une moindre mesure. Ce qui sert de prétexte au lancement de cette émission, c'est bien un grand événement, un événement majeur, Livre en folie. Livre en folie est à sa 21e édition en 2015, parce que ce grand événement a été institué en 1995, 20 ans. Et étant donné que toute grande œuvre a un père, on ne va pas rencontrer le père naturel de l'événement, de cette grande foire, qui est Max Chauvet, mais on va, bien évidemment, rencontrer quelqu'un qui est mieux placé pour nous parler de cet événement qui a traversé le temps et qui traverse encore le temps. On va rencontrer tout de suite Franz Duval, l'un des organisateurs. Franz Duval, merci de nous accueillir. Merci d'être venu. Bonjour. Donc c'est un peu à l'improviste que nous sommes venus ici pour vous rencontrer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de Livre en folie, son histoire? Mais pourquoi ne pas rencontrer Max Chauvet? Je vous le présente et puis vous faites l'interview avec lui. Mais on a annoncé aux téléspectateurs que l'on va vous rencontrer vous-même. Ah, ben d'accord, je suis à vous. Bon, d'accord, ce ne sera pas un problème de rencontrer Max. Eh bien, je vous amène. Et voilà, loin d'être désolé de vous avoir annoncé qu'on ne va pas rencontrer le père naturel de l'œuvre, de cette grande manifestation littéraire et culturelle, bien évidemment, Livre en folie, on est content de pouvoir le rencontrer, Max Chauvet. On a menti un peu, mais vous comprenez bien parce que c'est un peu à l'improviste. On se trouve au Nouvelliste à la rue du Centre. Max Chauvet, bonjour, merci de nous accueillir à votre bureau. Bonjour aussi, c'est un plaisir de vous avoir avec nous et je suis à votre entière disposition. Oui, Livre en folie, c'est à travers le temps institutionnalisé. Mais étant donné que toute grande œuvre a une histoire, on dirait même que toute grande œuvre a une grande cause, est-ce que c'est le cas pour Livre en folie qui aujourd'hui a 20 ans et qui en est à sa 21e édition? Bon, pour être honnête, je vous dirais que lorsque on réfléchissait à la première édition, on aurait pu imaginer qu'un jour on arriverait à la 21e édition. Et je pense que c'est une ambition qui s'est bâtie au fil des années, ambition qui est une résultante du succès de l'événement d'année en année, de la réception de l'événement par les acteurs principaux qui sont les écrivains, aussi par les maisons d'édition et aussi, bien entendu, par le public qui n'a jamais cessé de répondre présent. Donc je dois dire que c'est une conjoncture d'événements qui permettent aujourd'hui à Livre en folie de rentrer dans sa 21e édition. Alors, qu'est-ce qui explique ce petit décalage, cette non-concordance, 20 ans, 21e édition? Comment expliquer ça? Bon, c'est aussi simple que cela. C'est comme le nombre de votre anniversaire. Lorsque vous avez fêté votre premier anniversaire, ah non, je dois dire, c'est pas tout à fait comme ça. Je dirais plutôt que la première édition, c'était l'année 0. Ok. Donc, l'année d'après, l'événement avait 1 an, mais c'était la 2e édition. Okay. Donc, il y a toujours un décalage entre la naissance, non, disons, la 9e édition et le nombre d'années. Donc, il y a toujours un décalage d'1 an. C'est-à-dire que nous sommes à notre 21e édition, mais en fait, l'événement a 20 ans.
Livre en folie. Pourquoi ce titre et quel est le but véritable? Quel était le but? Aujourd'hui, on sait, on connaît le but, mais quelle était l'idée originale de l'émission? De l'événement. Bon, l'idée originale, c'était de trouver une formule gagnante qui peut permettre d'écouler davantage de livres, parce qu'en fait, la problématique était la suivante. Et en tant que, non seulement éditeur de journaux, mais aussi propriétaire d'une imprimerie commerciale, on avait constaté que lorsque les auteurs venaient nous trouver pour faire imprimer leur ouvrage à titre d'auteur, en fait, ils se contentaient de 500 exemplaires, et celui qui voulait en imprimer 1000 était déjà considéré comme un audacieux. Nous sommes dans les années 90 là. Oui, effectivement. Et le problème qui se posait, c'est que dans la réalité de l'imprimerie, autant que vous imprimez d'exemplaires, autant le prix par unité diminue. Donc il y avait un problème qui se posait, les auteurs faisaient imprimer très peu, le livre donc coûtait relativement cher, et ce qui avait pour conséquence de le rendre inabordable au grand public. Donc on s'est dit, bon, si on essayait de trouver une formule où le livre coûterait bien meilleur marché, est-ce que ça n'aurait pas un impact sur le volume de titres écoulés? C'était ça notre hypothèse de base, c'est que oui, il y avait une relation entre le prix et la demande, donc il fallait trouver cette formule. Nous avons imaginé une formule qui permettait de vendre le livre à pratiquement 60% du prix original. Et cette recette s'est relevée payante, et on peut dire que depuis lors, c'est la pierre angulaire de l'événement, c'est le fait que, à l'occasion de Livres en folie, les acheteurs peuvent s'approvisionner avec une réduction tournant autour de 40 et parfois 50%. Donc c'était ça qui était le concept de base, et ça s'est révélé efficace. Et effectivement, en demandant un effort aux auteurs, et aussi avec, parce qu'il fallait maintenant trouver cette formule, comment arriver à ces 40% de réduction. Et on a contacté différentes entreprises, et finalement la Unibank est tout de suite a mordu à l'idée et s'est jointe à nous comme partenaire. Et c'est grâce à Unibank que nous avons pu arriver à cette réduction de 40%. En fait, le calcul est très simple. Lorsque vous produisez un livre à compte d'auteur et que vous l'emmenez en librairie pour être vendu, la librairie vous réclame 20% de commission. Mais en fait, elle vous réclame 20% de commission, mais elle n'achète pas le livre de vous. C'est-à-dire que si le livre devait se vendre au public à 100 gourdes, vous, auteurs, vous n'encaissez que 80 gourdes. Donc, nous avons expliqué aux auteurs, écoutez, à l'occasion de cet événement où nous allons faire la lumière autour du livre, nous allons faire la promotion, nous vous garantissons de vous amener du monde. Nous vous demandons exceptionnellement pour ce jour-ci un rabais additionnel au lieu de 20%, de 30%. Je résume. Et à ce moment-là, nous avons demandé à la banque, étant donné que l'auteur fait un effort supplémentaire de 10%, est-ce que la banque est prête à, elle, participer, à soutenir de 10% aussi cette réduction afin que l'acheteur puisse bénéficier de 40%. Donc, si l'auteur est prêt à accepter 10%, la banque, elle, fait un matching de 10% aussi. Donc, c'est ainsi que nous sommes arrivés à 40%. Et c'est cette formule qui a été employée et qui, jusqu'à présent, tient la route. Et je pense qu'elle tiendra la route encore pour très longtemps. Alors, mis à part cette formule, est-ce qu'au fil du temps, au moment où Livres en folie prenait son envol, est-ce que la nécessité d'inciter les gens à lire était là quelque peu secondairement, par exemple? Non, en fait, l'idée, c'était de stimuler la chaîne du livre à tous ses niveaux. C'est-à-dire aider l'auteur à écouler davantage, rendre le livre disponible au public, vulgariser le livre. Mais
il y a un facteur que nous n'intervenons pas, et c'est pas, nous ne pouvons pas intervenir, c'est la qualité du livre. Le livre se vendra davantage s'il est de qualité. Et ça... Alors, quand vous parlez de qualité, vous parlez de contenu. Ce qui est écrit, ce qui a à l'intérieur, l'histoire racontée. Ou voilà. Là, c'est le public qui sanctionne. C'est le public qui intervient. Et un livre s'écoulera davantage s'il est bien conçu, s'il est bien écrit et s'il traite d'un sujet intéressant. Donc là, ça c'est le facteur X, je dirais. Mais l'idée, c'était de stimuler la chaîne. Parce que la chaîne, c'est quoi? La chaîne, c'est tout d'abord l'écrivain. C'est ensuite le graphiste qui va faire la mise en page. C'est le correcteur avant. Ensuite, c'est le graphiste. C'est l'imprimerie. Et c'est la librairie qui distribue le livre ou les différents circuits de distribution. Donc, il y a toute une chaîne. Et c'était l'idée de stimuler. Et je pense qu'on a atteint notre but. Tous les secteurs autour du livre sont concernés. Au cours des années, l'événement s'est quantifié. Et dans le sens que nous avons ajouté d'autres éléments à Livre en Folie. Nous avons commencé à organiser la semaine d'activité autour du livre, qui est devenue actuellement la quinzaine. Exceptionnellement, l'année dernière, pour le 20e anniversaire, c'était la 20e. Mais il y a un tas d'activités périphériques autour du livre qui permet de... En fait, c'est quoi finalement Livre en Folie? Le Livre en Folie, c'est mettre l'actualité pendant une quinzaine de jours autour du livre. Le livre devient vedette. Le livre devient l'acteur principal du film. Voilà, aussi simplement que ça. Donc, alors si vous retirez un peu vos téléphones, Monsieur Chauvet, laissez-moi voir. Bon, c'est pas dans ce numéro. On voit que pour la 15e édition, c'est Cito Cavé. Oui. Pour la 21e édition, c'est Cito Cavé qui est... C'est bien ça. Voilà, merci Franz Duval. C'est Cito Cavé qui sera l'invité d'honneur. Comment vous choisissez les invités, ou encore l'invité d'honneur? Comment? Sur quels critères? Bon, il y a plein de critères, mais tout d'abord... Est-ce que d'abord c'est votre choix personnel? Non, c'est un choix collectif. Okay. C'est un choix collectif de tous ceux qui participent et activement à Livre en Folie. Mais c'est un choix qui est basé sur une œuvre, pas un livre, sur une carrière, sur ce que cette personne a produit au cours de pensée ou... Non. Écoutez, quant à présent, je ne dis pas que les critères peuvent évoluer au fil du temps. Oui. Mais quant à présent, le critère principal, c'est la production, la qualité de la production et aussi ce que cet écrivain ou cette écrivaine a réalisé au cours de ces 5, 10, 15, 20 dernières années. Et si vous faisiez la liste... Il n'y a pas un facteur demande du public, par exemple? Le public dit, le public n'intervient pas et le public ne propose pas. Ça, c'est un choix strictement réservé aux nouvellistes. Aux nouvellistes et à ses partenaires, aux décideurs de Livre en Folie. Il y a un comité pour cela et ce comité analyse, chacun peut présenter une candidature et il y a une analyse qui se fait et il y a ce qu'on appelle le moment propice. Il y a plusieurs autres écrivains et écrivaines qui auraient pu être choisis cette année. Mais il y a des éléments, je crois que dans le cas de Cito, par exemple, en plus de sa production, de son œuvre, parce que Cito c'est un artiste de la parole, c'est un artiste de l'écriture, il y a aussi, je dirais, une certaine conjoncture. Il a 70 ans. Donc, je pense qu'il est... C'est comme un hommage. C'est comme un hommage. C'est-à-dire, c'est un hommage et c'était le moment Cito. C'est simple que ça. D'accord. Eh bien, un dernier mot sur Livre en Folie, la 21e édition cette année. Donc, à quoi s'attendre de particulier? Est-ce qu'à chaque édition, il y a une petite touche particulière qui est mise? Bon, je pense que cette année, vu la personnalité de Cito, il y aura une touche particulière. C'est-à-dire que la musique, la chanson, la déclamation, la poésie feront partie de Livre en Folie, partie des événements, des activités autour de Livre en Folie. Et si l'événement peut arriver à 20 ans d'âge et a pu avoir cette... Parce que je tiens à souligner que Livre en Folie, c'est effectivement un événement qui se déroule sur 2 jours, le 4 et le 5 juillet au parc de la Canne à Sucre. Mais c'est aussi un événement qui se déroule le jeudi de la Fête Dieu dans plus d'une dizaine de villes
en Haïti. Ce n'est pas simplement à Port-au-Prince. Les gens de Jérémie, de Léogane, du Cap, de Gonaïves, de Saint-Marc, des Cailles, de Jacmel, je ne sais, je n'ai pas toutes les villes en tête, participent à l'événement. Ils ont la possibilité de faire l'achat de leur titre préféré. Sans compter que tous ceux qui sont sur l'Internet ont aussi cette possibilité. Donc c'est un événement, même il y a les Haïtiens de la diaspora qui achètent aussi à l'occasion de Livre en Folie. Donc c'est un événement qui a pris une telle importance dans le monde culturel haïtien qu'il faut quand même ne pas oublier que nous avons des partenaires et des sponsors. Et sans eux, on n'aurait pas pu arriver là où nous sommes. Donc, un gros merci à tous les sponsors, les partenaires, et je ne vais pas les citer, mais ils se connaissent et ils sont présents. Ce sont des entreprises qui croient dans la culture haïtienne, qui croient que le développement de la culture aide au développement du pays et qui participent à leur façon, que ce soit, je vais les citer finalement, Brasserie de la Couronne, la Digicel, le Roi Babancourt, et depuis quelques années, les institutions publiques, les ministères tels que le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Plan, et tant d'autres, et sans oublier la Bibliothèque nationale et les institutions qui sont directement liées à la culture. Donc, sans eux, l'événement ne serait pas ce qu'il est, et l'événement ne sera pas ce qu'il sera dans les années à venir. Max Chauvette, merci. On peut conclure en disant que le hasard fait bien les choses parce qu'on croyait au prime abord qu'on n'allait pas vous retrouver ici. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie. Je vous remercie tout d'abord d'être venu aux Nouvellistes, ce qui a augmenté les chances, je dirais, de me rencontrer. Donc, je remercie aussi Radio Télé Métropole de nous accompagner. Je n'avais pas cité les médias qui nous accompagnent régulièrement. Et je me souviens très bien de Radio Métropole aux premières éditions et au complexe Promenade. En fait, Radio Métropole nous a vu grandir. Donc, je pense qu'ils nous ont accompagnés dès le début, dès la première édition, que ce soit pour Livre en Folie, que ce soit pour Musique en Folie. Ils ont toujours été présents. Donc, continuez à nous accompagner. Merci. Merci. Donc, on a compris qu'avec le temps, eh bien, Livre en Folie, cette grande foire, s'est institutionnalisée. Et l'on retient surtout que le premier invité d'honneur de Livre en Folie était Franck Etienne. Oui, c'était bien Franck Etienne, et nous avons, peut-être par coïncidence, son livre sur notre table, c'est Ultra Vocal, un livre publié en 1972, et avec Franck Etienne, maintenant qu'on va rencontrer chez lui, bien évidemment, rien que pour vous, eh bien on va essayer de décortiquer ce livre dans lequel ce poète, ce peintre, ce littérateur inclassable, parce que Franck Etienne, c'est plus de 40 titres. Vous entendez bien, 40 titres. Donc on va le rencontrer avec lui, on va se faire une idée de Ultra Vocal et comment il avait accueilli cet honneur d'être le premier invité d'honneur de Livre en Folie. Franck Etienne, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir Georges, enfin Georges Alain. Oui, Georges Alain. Donc, il n'y a pas à tortiller, Franck, je dois vous le dire. L'aura et le
charisme que vous dégagez me rapetisse un tout petit peu. Je me demande, jeune idiot que je suis, Oh non. est-ce que je vais pouvoir vous interviewer, Franck? Et avez-vous déjà fait face à cette situation où l'intervieweur est embarrassé par devant vous? Oui, c'est arrivé assez souvent, mais c'est pas votre cas. C'est pas mon cas. Quand c'est pas votre cas, je vous ai souvent entendu à Radio Métropole, je vous ai entendu avec pas mal d'interlocuteurs, et je crois que ça a toujours bien marché. Ok. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un autre cadre, un autre registre, parce que c'est au fil des pages que nous sommes, cette émission sur l'écriture, hein, essentiellement. En 2003, vous avez fait la rectification tout à l'heure pour moi, en 2003, vous étiez l'invité d'honneur à Livre en Folie, le premier invité à ce grand événement culturel, littéraire qu'est Livre en Folie. Comment étaient vos émotions à l'époque? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentiez, disons? Et cet événement est arrivé à un moment où j'avais déjà acquis une certaine maîtrise au niveau de l'expression en public. Ok. Au niveau de ma présence aussi, parce que j'étais déjà à ma 20e représentation théâtrale. J'ai joué Calibophobo, j'ai joué Totolo Manuel plusieurs fois. Et j'ai même repris le fameux Pelle-en-Tête avec Ricardo Lefebvre. Donc j'avais déjà une certaine pratique face au public. Ensuite, j'étais à ma 20e ou 25e publication. Cette invitation a eu lieu dans le cadre de la publication de Miraculeuse. J'ai écrit Miraculeuse de 2001 au premier trimestre de 2003. Et après avoir écrit Hérochimère, parce que Hérochimère a précédé Miraculeuse. Et Miraculeuse est un livre... Alors c'est héros avec un H apostrophe. Oui, oui. Pour que je voulais mettre en évidence une polysémie, c'est-à-dire Eros, le dieu de l'amour. Exactement. Et puis héros, l'acte d'héroïsme, et puis suivi de chimère. Donc c'était pour dire qu'est-ce que l'amour, ou est-ce que l'acte soi-disant héroïque de ces guerriers braves qui affrontent le danger, est-ce que tout cela ne relève pas d'une certaine chimère? D'une utopie. D'une utopie. Alors, j'avais déjà écrit aux chimères, mais j'ai profité, après un événement important dans ma vie, pour écrire Miraculeuse. Je venais d'être opéré du cancer de la prostate. Et vous savez combien le simple vocable cancer provoque la peur, la panique. La panique même, oui. Chez nos frères humains. Donc, et j'avais ressenti aussi, éprouvé une sorte de désir de dire une certaine partie de ma vie. Car dans Miraculeuse, il n'est pas seulement parlé de cet événement à caractère médical et l'opération du cancer de la prostate. J'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de mes amis, j'ai parlé politique aussi là-dedans. Je crois que c'est un livre important qui d'ailleurs comporte une bonne partie, une bonne centaine de pages à caractère autobiographique. Donc là, on est en 2003. Et je crois que c'était la même année, cette même année, 2003, que vous avez reçu une distinction qui est la Medalla de Honor Presidencial Centenario de Pablo Neruda.
Non. Alors, pardonnez mon Oui, accent oui, espagnol. Oui, c'est pas grave. Non, et j'avais obtenu déjà au niveau des hommages, j'avais obtenu le prix Carbet pour Héros Chimère. Ok, J'ai obtenu le prix Carbet en 2002. en 2002. Et c'est en 2004 que j'allais obtenir cette distinction à caractère international, car on avait choisi dans une cinquantaine de pays un écrivain qui devait recevoir le prix Pablo Neruda. Et ça a été pour moi, je l'ai considéré comme un immense honneur, car tout jeune, j'ai dévoré Canto Général, le chant général de Pablo Neruda. Et c'est un bonhomme que j'ai beaucoup aimé aussi pour le caractère excentrique et extravagant de sa vie, et estimant moi-même personnellement que je ne suis jamais dans la fausse modestie. Donc, le livre dont vous aviez signé, à Livre en Folie, vous avez encore des exemplaires dans votre sanctuaire de bibliothèque où nous nous trouvons là? Je n'ai qu'un seul exemplaire de Miraculeuse et 2 exemplaires de Héros Chimère. Mais ce sont des livres qui bientôt, peut-être d'ici l'année prochaine, seront réédités en France. Intéressant. Alors, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler d'Héros Chimère, mais plutôt pour parler d'Ultra Vocal. Un livre que vous aviez publié en 1972. Voilà, exactement. Donc, dans ce livre, Franck, pardonnez-moi parce que je n'ai pas aussi bonne mémoire que vous dites que l'œuvre n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Évidemment. Écoutez, nous, les écrivains, nous sommes des passeurs de paroles. Et s'il y a quelque chose qui nous revient personnellement, proprement à nous, c'est la construction des métaphores, surtout dans le domaine poétique, et même dans le domaine romantique, dans le domaine romanesque, dis-je. Donc, quand vous écrivez un livre, vous l'écrivez avec des matériaux qui vous touchent, mais qui vous touchent par rapport à d'autres, par rapport à une communauté, par rapport même, disons, au monde et par rapport à l'univers. Et le lecteur qui reçoit le livre ou qui l'achète, eh bien à partir de ce moment se l'approprie. Et il va interpréter le livre à partir de ses émotions personnelles. Alors, les lecteurs vont faire dire à l'auteur ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils ressentent. Okay. Parce que ce qu'ils éprouvent comme émotion. Car ce n'est pas seulement dans le domaine littéraire, surtout dans le domaine pictural. Un observateur en face d'un tableau n'est pas forcément obligé de rechercher ce que le peintre, ce que le créateur a voulu y mettre. Il est en face du tableau avec ses émotions personnelles, avec ses fantasmes, avec ses illusions, avec ses espoirs, avec ses déceptions, avec ce, pour employer une expression anglophone que je n'aime pas, il est là avec son propre feeling. Et cet état émotionnel n'est pas figé. C'est-à-dire une œuvre d'art authentique, forte, dense, que ce soit une œuvre littéraire ou une œuvre picturale, doit pouvoir interroger son propriétaire, l'observateur, autant de fois que celui-ci le regarde. Alors c'est pour cela que vous faites dans ce livre Ultra Vocal des lecteurs, des véritables créateurs. Mais forcément, il y a des lecteurs paresseux, et ceci malheureusement constitue le plus grand nombre. Il y a des gens qui veulent lire un livre simplement pour dormir, ou bien pour oublier un malaise, un souci. Il y a des lecteurs
Et là, ils sont minoritaires, qui constituent, pour moi, des lecteurs de choix. Ce sont ces lecteurs-là que j'ai visés surtout dans mes différentes spirales. Car on le dit, on le sait, mes ouvrages ne sont pas immédiatement accessibles à n'importe qui. Alors c'est comme, c'est une allusion, les ouvrages de Friedrich Nietzsche, il faut la rumination. La rumination. Ruminer le livre. Ruminer le livre. Arriver même, à la limite, moi j'aime cette expression, à digérer le livre, manger le livre, le digérer, et ensuite à devenir autre que vous étiez avant la lecture. Car le livre te travaille aussi. Tu lis le livre, mais le livre te travaille. Votre conscience. La conscience, l'émotion, et les doutes que tu as, ta vision du monde. Si un livre, si un lecteur n'est pas modifié au niveau de sa vision, au niveau de son comportement personnel, au niveau de sa structure mentale, s'il ne sent pas une modification, une mutation, à la limite même une métamorphose, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas eu de travail soit chez l'auteur, soit chez le lecteur. Mais je crois que la phrase, elle est une phrase universelle. Le livre n'appartient pas à l'auteur. Quand tu écris, oui, quand tu t'enfermes dans ta chambre et que tu passes 1 année ou 2 années pour produire un livre, le livre t'appartient. Mais une fois que le livre est publié, il appartient à tout le monde. À tout le monde. Alors, Franck-Étienne, vous dites dans ce livre, Ultra Vocal, que la lecture doit être linéaire. Ne doit pas être linéaire. Ne doit pas être linéaire. Pardonnez-moi, ne doit pas être linéaire. Et mes questions ne le sont pas non plus. Alors, on va revenir sur le titre du livre, ce que l'on aurait pu faire avant, mais étant donné que mes questions ne sont pas linéaires, on est dans la spirale. Et ultra vocal, pourquoi la jonction de ces deux termes, de ces deux mots? Ultra vocal. Ultra vocal traduit la limite extrême, ultime, où la voix peut porter le message, peut porter sa douleur, peut projeter ses souffrances, peut projeter sa joie. Et à ce moment-là, la voix devient cri. Comme on dit à bout de souffle, on peut dire à bout de voix. Et c'est le cri, bien sûr. C'est le cri qui sort. Et ça interpelle aussi le corps. Je dirais que c'est un volcan de cris. C'est un incendie de cris qui brûle au cœur de la vie. Au cœur de la mort, la vie, la mort, l'amour, la passion, la rage, la colère. C'est tout ça qui est contenu dans cette agglutination ultra-vocale. Donc j'ai fait un seul mot, ultra-vocal, j'ai rattaché ultra à vocal et ça a donné ultra-vocal. Mais c'est un livre extraordinaire. C'est l'un de vos néologismes. Oui, mais c'est un livre qui a été publié en 1972, qui présente tout le côté paradoxal de la vie et qui présente la lutte éternelle entre le mal et le bien, entre Macabre et Vatel. Macabre, qui incarne le mal. Qui incarne le mal. C'est comme le patriarche de Garcia Marquez. Garcia Marquez a produit l'automne du patriarche. Eh bien, c'est un général dictateur qui n'a pas d'âge et qui traverse tout le temps, qui traverse tous les siècles, qui traverse toutes les époques. Est-ce que là, vous faisiez allusion au régime dictatorial de Duvalier lorsque vous parlez de Macabre? Assurément. Parce qu'il y a la loi du museau dans... La loi du museau dans le livre, oui. Essayez de nous faire comprendre un peu cette loi, parce que non, la loi du les jeunes d'aujourd'hui qui ne s'intéressent pas à la lecture peuvent ne pas connaître. La loi du museau fait référence à la répression qui interdit et qui frappe la liberté d'expression, qui frappe la liberté de penser, qui frappe la liberté de parole. Tu vois? Donc j'ai fait
Et ma première allusion et référentielle, c'est bien la dictature du Valieris. Mais c'est un livre à caractère universel, macabre, incarne Duvalier, incarne Trujillo, incarne Stroessner, incarne Somoza, incarne Hitler, aussi bien que Néron. Est-ce que Ultra Vocal était votre premier pas dans le spiralisme que vous-même avez créé avec d'autres auteurs, René Philoctète et Jean-Claude Fignolet, c'est ça? Oui, oui, mais à mon âge, je dis la vérité. Et je crois que on m'a laissé dans une sorte de solitude et j'étais le seul à assumer l'esthétique de la spirale. Car, quand mes amis publiaient leurs livres, ils ne mettaient pas spirale en première de couverture. Moi, j'assumais oui, parce que cela. bien écrit là, Et ceci a entraîné un parcours de solitude. Car c'est pas facile. C'était pas facile et jusqu'à présent, c'est pas encore facile qu'une maison d'édition accepte de publier un livre qui s'appelle Spirale, car ce genre n'est pas connu du public. Or, presque toutes les maisons d'édition, nous le savons, sont quelque part motivées par le côté rentabilité. Évidemment. C'est 30 ans après sa publication en Haïti que Ultra Vocal a été publié en France. A été publié en France, et ce n'est pas seulement le cas d'Ultra Vocal, c'est le cas de Murakovivé. C'est le cas de beaucoup de mes spirales, les 8 volumes. J'ai 8 volumes de métamorphoses de l'oiseau schizophone. L'oiseau schizophone lui-même. Tout cela, tous ces livres ont été déjà publiés à compte d'auteur. Et c'est un cas assez particulier que mes livres soient repris après une édition à compte d'auteur. Donc est-ce que vous n'êtes pas, je ne trouve pas le mot juste, est-ce que vous n'êtes pas victime d'une incompréhension? Est-ce que c'est en fait exprès? Vous écrivez pour n'être pas compris d'un trait, d'un coup? Non, 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 non. Et j'aurais été dans la fausseté et dans une sorte même de perfidie, frôlant l'hypocrisie. Non. Ça, c'est toute une histoire. Ça commence, il y a une double dimension dans ce type d'écriture qui déroute pas mal de lecteurs, qui fait peur aux lecteurs. Il y a une dimension politique, c'est que j'ai été perçu comme un écrivain subversif sous Duvalier. Entre-temps, j'ai beaucoup d'amis, et même des aînés, comme ce grand écrivain de Jacmel, qui Despestre. Merci. Il y a eu une petite fuite au niveau de la mémoire. René Despestre était déjà là-bas. Et j'ai beaucoup d'amis qui avaient voyagé. Ils auraient pu, et ils l'ont fait, dénoncer le régime de Duvalier à ciel ouvert, sans être inquiétés immédiatement. Même si on n'est jamais trop loin d'une dictature. Une dictature, même si vous êtes, comme on dit chez nous, en Guinée, vous êtes en exil sur une terre éloignée, une dictature peut bien, par ses agents interposés, vous toucher. Mais moi, je n'étais pas loin. J'étais tout près de la gueule du tigre. Donc, j'ai utilisé ce que je pourrais appeler une forme originale de marronnage littéraire, avec une profusion de métaphores qu'il fallait décoder, décortiquer pour saisir l'expression fondamentale de ma pensée. Mais il y a en même temps, j'ai découvert en même temps que ce faisant, j'avais ainsi trouvé sur le plan esthétique une manière de dire qui allait au-delà de la parole quotidienne et fréquente qui circule dans les rues. C'est-à-dire ne pas dire ouvertement sa pensée, eh bien, automatiquement,
on fait référence. Tromper la vigilance. Tromper la vigilance des prédateurs. Des prédateurs, du tigre. Des tigres. Et en même temps, j'ai dit, ça a donné une certaine couleur esthétique à mon travail. Est-ce qu'il vous arrive de relire Ultravocal vous-même? Non, je ne relis pas mes livres. Ah bon? Moi, j'ai toujours étonné. Ça encore, je fais cette confidence, et peut-être c'est la première fois que je le dis publiquement. Qu'on dit, c'est un scoop. C'est un scoop, oui. Franck, en si peu de temps, en un rien de temps, on ne pourrait pas, hein, ce serait oser de croire qu'on pourrait décortiquer Ultravocal en si peu de temps, parce que dans ce livre, il y a tout un bouillonnement d'idées, Oui. hein, d'enchevêtrement d'idées, Bien sûr, parce d'anecdotes, si je veux dire ça comme ça. Là encore, je suis bien content que tu aies employé le mot d'anecdote. Pas mal de gens disent que Franck Etienne est un poète, n'est-ce pas, qui fait du verbiage, du blablabla. Alors que dans mes livres, en particulier, quand tu prends Ultravocal, le livre est traversé par un ensemble d'anecdotes autour de Macabre et autour de Vatel. Vatel, tout à fait. Alors, on va laisser un tout petit peu le livre Ultravocal pour parler de vous. Une seule question, Franck. Aujourd'hui, vous avez 79 ans. Le 12 avril, dans 2 semaines exactement, j'aurai 79 ans. 79 ans. Donc, si arrivé à 80 ans en 2016, le 12 avril 2016, on vous demande de changer de nom, de prendre, disons que le dieu du chaos, hein, que vous vénérez tant, le dieu du hasard que vous dites aimer dans ce livre même, vous demande de prendre le nom d'un autre auteur, d'un autre écrivain. Lequel prendrez-vous? Frédéric Nietzsche. Je suis Nietzsche. Nietzsche. Je suis Nietzsche. C'est un écrivain chez qui on trouve, d'ailleurs il le dit, le pouvoir de la volonté, une expression d'intensité, de densité. La puissance. La puissance du dire, la puissance du regard et la puissance même comme l'incarnation de la volonté de vivre. Donc vous vous sentez un philosophe au marteau comme il était? Oui, oui. Frédéric Nietzsche. Il a eu une vie tragique, une sagesse tragique. C'est très tragique. Vous vivez cette vie-là? Presque fou. Non. Écoutez-moi, je suis peut-être... Et moi, je m'appelle Foukifoua, je suis peut-être le fou de Port-au-Prince, mais je contrôle encore mes fougues, mes élans et mes dérives. Mais Nietzsche est allé jusqu'au bout. Oui, oui. Il est allé jusqu'au bout. Oui, quand on lit la dernière lettre, la lettre qu'il a écrite à sa mère, et à sa sœur également. Oui, à sa sœur également, c'est extraordinaire. Moi, ma folie est plutôt lumineuse. Lui, il a sombré dans la folie. Non, c'est la folie ténébreuse qui t'entraîne dans un gouffre, dans l'abîme. Moi, je suis l'homme des sommets lumineux. Les espaces hyperboréens. Ah oui. Etienne, merci de nous avoir accueillis chez vous, hein, dans votre sanctuaire de bibliothèque, comme on peut le voir. Merci. D'accord. Et voilà, ça vous a plu d'accueillir chez vous Franck Etienne. Ce personnage qui nous fascine, qui nous fait peur, ce grand homme, immense monstre. D'ailleurs, il s'appelle lui-même le Foukifoura. Après Franck Etienne, Livre en Folie a continué à recevoir des invités d'honneur, et ça continue encore. Si j'ai bonne mémoire, après lui, après Franck Etienne, c'était Leslie François Manigat, l'historien, l'ancien président. Celui qui avait fait cette espèce de percée louverturienne. Malheureusement, il n'est plus, il est parti. Et après Leslie François Manigat, Livre en Folie avait reçu comme invité d'honneur Georges Anglade. Et malheureusement, le géographe n'est plus. Il est parti. Mais fort heureusement, moi personnellement, j'avais appris de lui que l'histoire offre rarement une seconde chance
quand on ne la saisit pas, elle sait se montrer impitoyable. J'avais appris ça de Georges Anglade, qui n'est plus là, qu'on ne peut pas recevoir dans cet espace, à cette émission. Mais on a l'insigne honneur de recevoir, pour la prochaine émission, un autre invité d'honneur, le 4e de Livre en Folie, Gary Victor. Gary Victor, oui, on va le rencontrer, et peut-être que l'un de ses ouvrages se trouve dans cette bibliothèque, rangé dans ces rayons, les voir un peu. Gary Victor, voilà, Gary Victor, qu'on va rencontrer, et on va parler de son livre « Quand le jour cède à la nuit ». On ne va pas faire ça tout de suite, on le fera à la prochaine émission. Notre prochain invité étant connu, étant annoncé, Gary Victor, avec qui on va essayer de décortiquer son propre livre, « Quand le jour cède à la nuit ». Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir suivi cette émission. Oui, merci encore une fois de nous avoir accueillis chez vous pour Au fil des pages, une émission qui donne la parole à ceux qui pensent le monde, à ceux qui, à travers l'art d'écrire, véhiculent de très grandes idées. Merci encore, merci à vous tous. Et pour terminer, vraiment pour terminer, nous remercions PEN Haïti, la maison des écrivains qui nous a accueillis pour ce premier numéro d'Au fil des pages. Bien à vous, à très prochainement.